Bonjour, bienvenue dans le studio des experts. Pendant près d'une heure, nous allons passer en revue les événements des dernières semaines et au menu de la mobilité, de l'urbanisation, du passé et de l'avenir. Alors pour en parler, deux personnalités politiques bruxelloises que je dirais chevronnées et deux experts. Les experts, c'est Vanessa Lhuillier, journaliste à BX1, bonjour. Bonjour. Et à ses côtés, Pascal Deluitte, le politologue, professeur à l'ULB, bonjour. Bonjour. Alors, Good Move, encore à la une cette semaine, un plan régional qui a du plomb dans l'aile, car les communes craignent à présent sa mise en œuvre. Le paroxysme fut sans doute atteint à Schaerbeek, c'était mardi soir. Reportage, Sabine Ringelheim et Frédéric Dehaenau. Mardi soir, des habitants sont rassemblés place Stephenson et place du Pavillon pour dire non au dernier dispositif du plan Good Move. Ils sont nombreux, ils laissent éclater leur colère. Certains manifestants se montrent plus violents, provoquant dégradation et débordements. Ce matin, les ouvriers communaux sont de retour dans le quartier pour retirer les panneaux de signalisation placés 2 jours plus tôt. Le dispositif est suspendu et une délégation d'habitants a été reçue par le collège. Avec eux, nous sommes engagés dans un processus pour se remettre autour de la table, dans des délais rapprochés, se remettre autour de la table pour que les opposants à ce plan, mais aussi les gens qui trouvaient ça intéressant de mettre en place des mesures, puissent dialoguer et se parler avec les pouvoirs publics, nous serons là bien entendu, et pour que nous puissions ensemble trouver des solutions concrètes pour améliorer la situation du quartier. La commune propose donc une nouvelle forme de concertation avec les habitants. Le processus participatif mis en place précédemment avait montré ses limites. L'ensemble des pouvoirs publics tâtonnent un peu pour trouver la bonne méthode. Il n'y a pas une bonne méthode, il y a sans doute plusieurs outils, mais ayons l'humilité de dire que ce n'était pas suffisant. L'opposition, vent debout contre le dispositif, se félicite de sa suspension. Moi, je pense qu'il faut laisser les gens tranquilles dans leur quartier et qu'il n'y a, dans ce quartier-ci en tout cas, il n'y a pas de problème majeur de circulation ou de pollution, quoique certains militants écolos le disent. Le PTB, lui, salue l'initiative de la commune, mais regrette une réaction trop tardive. Ça fait des mois qu'on dit qu'il y a un problème et que ça ne va pas. Mais finalement, il a fallu attendre tout ça pour arriver à cette solution-là. Donc oui, c'est un bon pas. Le nouveau plan de circulation est attendu dans le courant du mois de mars. Alors Vanessa Lhuillier, est-ce qu'il y aura vraiment un nouveau plan de circulation? On peut quand même en douter. C'est sûr qu'avant les prochaines élections, ça serait en tout cas bien compliqué pour certains politiques de mettre en place des plans Good Move, vu l'opposition citoyenne qu'on a quand même actuellement sur les différentes mises en place. Donc, est-ce qu'il y aura vraiment un nouveau plan? Est-ce qu'en mars, ils vont revenir avec un nouveau plan? Ça semblerait assez étonnant, mais pourquoi pas, s'ils arrivent à trouver un moyen de faire une vraie participation citoyenne aussi, mais c'est toujours compliqué parce que on a bien vu, il y a eu quand même des réunions à Schaerbeek, il y a eu aussi la bourgmestre de fonction Cécile Jodonne qui est allée sur place, qui a expliqué. Mais visiblement, ça ne suffit pas, ou en tout cas, c'est toujours les mêmes personnes qui sont informées par les autres. Et donc, il y a un problème dans la participation citoyenne de manière générale, de toute façon, quel que soit le projet. Mais là, évidemment, ça arrive à des tensions très importantes et avec des manifestations de violence également. Pascal Deluitte, Good Move pratiquement enterré. Est-ce qui a gagné, qui a perdu? Au fond, je ne suis pas tout à fait sûr que Good Move soit réellement enterré parce que le statu quo n'est pas une option. Il faut bien voir que certes, on a vu cette semaine un certain nombre d'opposants, mais on observe aussi depuis plusieurs années qu'il y a une dynamique qui demande du mouvement et cette dynamique, il ne faut pas l'ignorer. Elle ne s'exprime pas de manière violente dans la rue, mais elle existe et elle existe de manière très profonde. Et donc, les bourgmestres sont aussi au courant qu'il y a... Ils reçoivent beaucoup d'interpellations sur le bruit, sur la question de la pollution, sur l'emprise de la voiture, par rapport aux piétons, par rapport aux cyclistes, par rapport au transport en commun. Donc le statu quo pour les bourgmestres est aussi un problème. Donc je crois que dans des communes comme Anderlecht ou Schaerbeek où il y a eu une forme de retrait, il faut certes remettre le problème sur la table. Mais bon, d'abord croire qu'il y aura un accord entre tous les citoyens, c'est peu vraisemblable parce que c'est un objet de tension structurante, la mobilité à Bruxelles. Et donc, il faudra à un moment donné que les collèges tranchent sur les voies empruntées. Et sur les gagnants, les perdants, est-ce qu'on peut dire que là, cet échec
en tout cas de la mise en place de Good Move comme c'était prévu, hein, même si c'est juste du retard. Est-ce que c'est un échec pour spécialement Groen et Écolo ou pour le gouvernement régional en général? Alors, je dirais que on verra la fin de l'histoire dans une certaine mesure, parce que ce qui est important en matière de mobilité, c'est aussi les temporalités. Et on sait bien que les périodes de transition sont en particulier les plus difficiles. Donc je dirais qu'on verra à la fin de l'histoire. Bien sûr que c'est difficile pour Écolo et Groen pour l'instant, mais c'est aussi eux qui portent le projet. Et on le voit quasi eux seuls, avec l'un ou l'autre bourgmestre en particulier, ou l'un ou l'autre ministre régional, comme M. Claire-Failly. Et peut-être qu'aux élections, ça leur sera crédité. Moi, je ne suis pas sûr que, électoralement, en tout cas, ce seront Écolo et Groen les perdants en 2024 de cette histoire. Eh bien, on va avoir l'occasion d'en parler avec des gens qui ont un peu de recul, hein, parce que quand on dit on verra à la fin de l'histoire, on doit voir aussi au début de l'histoire. Et c'est peut-être un peu ce qu'on va faire aujourd'hui avec nos invités. Tous les deux sont rangés des voitures, hein, c'est l'expression, mais ils n'en pensent pas moins pour autant. La première fut ministre de la région bruxelloise avant même que n'existe la région bruxelloise. Elle exerça ses talents dans un parti aujourd'hui défunt. Elle était PC sans étiquette. L'autre fut également ministre-président libéral, certes, mais surtout bourgmestre et ministre d'État. Ils se font rares tous les deux, et c'est pour cela que je les remercie d'avoir accepté mon invitation. 181 ans de politique vous contemplent, qu'ils entrent. Voilà, ils s'installent tous les deux à leur aise. François-Xavier de Donéa, de Bruxelles, hein, qui monte officier de l'ordre de Léopold, j'ai noté, qui a marié Philippe et Mathilde. Ça fait parmi les choses dont on peut être fier dans une vie. Et Cécile Gaure à ses côtés. Vous êtes toujours de Woluwe-Saint-Lambert, Cécile Gaure? Non, j'habite à Uccle pour le moment. Vous avez changé de commune, voilà. Mais au début de votre carrière, vous étiez... J'ai vécu très longtemps à Woluwe-Saint-Lambert. C'est ça. Vous êtes commandeur de l'ordre de Léopold, entre autres. Mais donc, j'ai dit tout à l'heure, vous aviez été ministre de la région bruxelloise, puis secrétaire d'État à la région bruxelloise. Comment vous voyez cette région bruxelloise, notamment sur la mobilité? Commençons par ce sujet-là, et je vous laisse la parole à vous, Cécile Gaure, qui est notre doyenne ici. Oui, la mobilité, c'est un grand sujet d'actualité. Je suppose que nos experts en ont déjà parlé. Je crois qu'effectivement, Bruxelles était engorgée au point de vue circulation, comme toutes les grandes villes d'ailleurs, et qu'il était utile de faire quelque chose. Je ne veux pas me prononcer sur le moving good move. Je crois qu'effectivement, même le ministre-président temporise pour l'application. On sait les difficultés que ça crée dans certains quartiers. Je crois que le mal vient non pas peut-être du plan, et encore il est à revoir probablement, mais surtout de la méthode qui a été utilisée. Je me demande si on a consulté suffisamment les quartiers, par exemple. Probablement qu'il y a eu des concertations, les experts ont pris contact avec les bourgmestres. Je ne sais pas si les bourgmestres ont pris contact avec toute la population et pas quartier par quartier. Je crois qu'il faut rétablir un dialogue pour voir si on peut trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. Ça, c'est la sagesse qui parle, hein, rétablir le dialogue. On voit que c'est difficile, François-Xavier de Donéa. Oui, mais je suis également pour le dialogue, je suis contre la violence, le vandalisme, etc. Ce n'est pas la bonne façon de protester. Ceci dit, je pense que le plan s'avère, là où il est déjà appliqué, assez catastrophique. J'ai dû aller l'autre jour dans le parking du passage 44. J'ai mis une demi-heure à la sortie pour rejoindre le boulevard Pacheco. Donc la sortie de ce parking est en contrebas de la gare du Congrès. Excusez-moi, pourquoi vous ne vous baladez pas en trottinette, François-Xavier de Donéa? Parce que c'est quand même plus simple, les systèmes de mobilité douce. Oui, mais la trottinette... je n'ai pas envie de faire la fortune des orthopédistes en ayant des accidents de trottinette. Mais en plus, je crois que le plan, comme l'a dit Mme Gaure, a été sans doute établi avec de bonnes intentions, mais le résultat est mauvais. Quand on va dans le Pentagone, on est de plus en plus bloqué dans des embouteillages. Donc on émet de plus en plus de CO2 aussi.
Et donc, je crois que ce plan doit être complètement revu et qu'il doit être revu de façon pragmatique et non pas dogmatique. Je crois qu'on a surtout agi avec du dogmatisme, de l'idéologie et pas avec du pragmatisme. Mais donc voilà, je constate que plusieurs responsables importants de la région font marche arrière, ou en tout cas se donnent un délai de réflexion. Je crois que c'est de la sagesse de leur part. De la sagesse. Cécile Gaure, alors il y a quand même pas mal d'années, j'ai revu des reportages, et c'était il y a à peu près 42 ans, vous aviez lancé une super idée. C'était un boulevard arboré, ce boulevard Léopold II, et un grand tunnel en dessous, le tunnel Léopold II, parce qu'à l'époque, il y avait un viaduc très très laid à Léopold II. Bon, aujourd'hui, ça s'appelle le tunnel Annie Cordy. Comment est-ce que vous avez vécu tous ces changements de ce boulevard que vous connaissez bien? D'abord avec difficulté. Il y avait une très grande opposition des riverains. Et je me souviens avoir... Les gens voulaient garder leur viaduc, en fait. Comment? Les gens voulaient garder leur viaduc? Ils étaient opposés, en tous les cas, au tunnel. Ils ne se prononçaient pas sur le viaduc, mais ils étaient opposés au tunnel, quitte à ramener toute la circulation sur le boulevard lui-même, ce qui était vraiment peu indiqué. Et donc, à un moment donné, j'ai réuni tous les riverains. On m'a dit, l'administration m'a dit, surtout ne faites pas ça, vous allez vous faire assassiner. Je vis toujours. Et le tunnel Léopold II a été construit. Et je crois qu'il a rempli son rôle de délester, en tous les cas en surface, la circulation et de rendre plus agréable l'habitat le long du Léopold II. Et si c'était à refaire, vous le referiez? Je crois qu'il fallait délester en tous les cas les rues qui étaient déjà encombrées. Et je ne sais pas si je referais un tunnel. Je vois les difficultés qu'il y a déjà à changer la mobilité dans Bruxelles avec des tunnels. Que serait-ce sans tunnel? Est-ce qu'on était trop loin quand même dans ce qu'on a laissé comme place à la voiture? Puisqu'on se rend compte aujourd'hui que la voiture prend énormément de place en ville. Et c'est depuis 1958 qu'on a un peu développé le Bruxelles à la voiture. Est-ce qu'il y a un regret là-dessus aujourd'hui, François-Xavier de Donner? Mais je crois que pour faire certaines choses à Bruxelles, il faut une voiture. La population ne rajeunit pas en moyenne à Bruxelles. Je vois mal les gens d'un certain âge faire du vélo, de la trottinette, à commencer par moi. Mais seulement, je crois qu'il faut faire plus confiance à des mécanismes plus doux que les décisions autoritaires. Et je pense que ce qui va réduire le trafic automobile à Bruxelles, mais aussi ailleurs, c'est l'augmentation des prix de l'énergie. Donc je pense ça ne se fait pas du jour au lendemain, les gens ont besoin de temps pour s'adapter, mais je pense que l'augmentation des prix de l'énergie va contribuer à soulager la région bruxelloise par rapport au trafic. Ceci dit, moi je constate qu'actuellement on a mis tellement d'obstacles au trafic dans le Pentagone que les gens qui ont du pouvoir d'achat n'y vont plus. Et donc c'est un gros problème pour certains types de commerces, pour certains types de restaurants, pour certains types d'activités. Et voilà, donc je crois qu'il faut aussi, on a besoin d'emplois. Il y a des tas de gens encore qui cherchent des emplois, surtout des emplois qui ne sont pas trop qualifiés, que peuvent offrir les commerces, les restaurants, etc. du centre-ville. Et je constate avec tristesse que beaucoup de gens de la classe moyenne, des gens même qui ont simplement du pouvoir d'achat, ne mettent plus les pieds au centre-ville. Et ça, c'est très inquiétant. Et c'est dû en partie au fait que l'on a rendu la circulation extrêmement difficile dans cette partie de la ville. Alors, la ville a beaucoup changé, Cécile Gaure. Il y a beaucoup plus de pistes cyclables aujourd'hui. Il y a moins de parkings à ciel ouvert. Le métro a quand même grandi. Il y a beaucoup plus de métro qu'avant. Comment vous voyez cette ville évoluer, vous quand vous regardez Bruxelles, vous dites c'est une plus belle ville qu'à l'époque ou pas? La ville a été fort défigurée à un moment donné, notamment après la guerre. On a démoli des maisons qui avaient beaucoup de caractère, on a démoli des quartiers entiers pour les reconstruire avec des immeubles qui, eux, n'avaient pas toujours beaucoup de caractère. Je crois que l'urbanisme est une chose extrêmement importante pour Bruxelles. C'est une des compétences qui devrait être privilégiée dans son ensemble, tant pour la circulation,
et je suis tout à fait d'accord avec M. de Donéa, le plan actuel ne peut pas dissuader les entreprises et les commerçants. Dans une ville, il faut vivre, il faut se cultiver, il faut se distraire, mais il faut pouvoir travailler. Et si l'exode vers la périphérie de nos entreprises, de bureaux, etc., se confirmait, ce serait catastrophique pour l'évolution de Bruxelles. Ceci étant dit, je pense que Bruxelles a quand même énormément d'atouts et les conserve. Elle a de grandes institutions nationales et internationales qui ont leur siège ici. Ne négligeons pas l'Europe. Bruxelles doit donner une image confortable, je suppose, de ville importante en Europe. L'évolution, eh bien, je crois qu'il faut effectivement s'attacher à un plan de circulation, on en a parlé. Il faut des parkings de dissuasion. Il faut légiférer pour la circulation des cyclistes et des trottinettes. Ils circulent soit sur les pistes cyclables, soit sur la route. Enfin, vraiment, il faut intervenir là-dessus. Et je vois une évolution positive dans la mesure où les quartiers se réaniment. Il y a des initiatives de citoyens, il y a des concerts en pleine ville, etc. C'est ce qu'il faut favoriser, la vie de quartier. Mais vous êtes plutôt positif, hein, vous trouvez que Bruxelles a bien évolué. Vous n'êtes pas comme ceux qui disent « de mon temps, c'était mieux ». Mais mon temps, il est passé. Il a eu son charme. Je crois que les jeunes actuellement vivent différemment aussi. Ils ont d'autres exigences, d'autres habitudes, d'autres projets probablement. Pascal Delouit, là-dessus, quand vous entendez à la fois François-Xavier de Donéa qui garde un plaidoyer pour la voiture à Bruxelles et un plaidoyer aussi de Cécile Gore pour Bruxelles, rôle international et économique, qu'est-ce qu'on peut répondre ? Je dirais qu'il y a deux choses qu'on peut répondre. Un, c'est clair que par rapport, par exemple, il y a 30 ans, 40 ans, le statut international et le statut de ville internationale de Bruxelles s'est considérablement affirmé, avec une offre culturelle adaptée et aussi une population qui s'est adaptée. Hein, grande communauté de ressortissants de l'Union européenne qui vit désormais à Bruxelles. Alors sur la mobilité, je dirais, c'est comme dans toutes les grandes villes, la place de la voiture doit reculer. Je veux dire, toutes les études le démontrent en termes de mobilité, en termes de santé publique, en termes de bruit. Hein, on ne se rend pas compte le nombre de plaintes qu'il y a sur le bruit de la circulation. Donc la place de la voiture doit reculer. Et c'est vrai que dans une phase de transition, c'est compliqué, mais on voit que ça évolue. Hein, regardez toutes les oppositions qu'il y a eu aux piétonniers du centre-ville. Les commerçants allaient être les grands perdants. Vous allez dans le piétonnier, les commerçants, ils vous embrassent maintenant. Ils sont très contents de la dynamique du piétonnier. Donc voilà, je pense qu'effectivement, il y a une transition qui est jamais simple. Jamais simple. Vous avez tous les deux connu ça dans la vie politique. Mais quand vous regardez l'évolution des villes internationales, c'est une évolution qui va vers une place moins importante de la voiture, une place, un espace public plus ouvert aux habitantes, aux habitants et aux travailleuses et aux travailleurs. Et d'ailleurs, regardez les commerçants. Avec le Covid, on leur a autorisé à avoir des terrasses temporaires. Ils ne s'en plaignent pas. Ils s'en plaignent pas. Donc, ça faisait moins de place pour les voitures. Et ils ne se plaignaient pas du fait qu'ils avaient ces terrasses temporaires. Vous auriez refusé ces terrasses en tant que bourgmestre, François-Xavier de Donéa ? Non, j'aurais autorisé les terrasses en tout cas pour la durée de la crise Covid. Ce qu'il y a, c'est qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a des terrasses qui continuent à être sur la voirie et qui ne sont pas entretenues. Allez-vous promener au bout de l'avenue Louise, vous allez voir des terrasses qui sont balisées par des caisses, par des palettes, etc., qui ne sont absolument pas entretenues. Donc je crois que la ville doit faire en sorte que les terrasses qui reçoivent, à tort ou à raison, souvent à raison, une autorisation de s'installer en partie sur la voirie, doivent être bien entretenues, ce qui n'est pas toujours le cas actuellement à Bruxelles. Exploité, en fait, c'est ça. Pardon ? Entretenu et exploité. Exploité, mais aussi entretenu, c'est clair. Alors, moi, je voulais revenir tous les deux sur le Bruxelles qui a changé. Parce que le Bruxelles, il a changé au niveau de la mobilité, mais aussi au niveau de ses habitants, il a changé. Alors vous, à l'époque, Cécile Gore, on disait que vous étiez plutôt... vous étiez à Woluwe-Saint-Lambert. François-Xavier de Donéa, c'était à la ville de Bruxelles. Est-ce qu'aujourd'hui, sociologiquement, vous sentez ce changement de Bruxelles ? Ou est-ce que vous sentez tout autant représentatif de ce qu'est Bruxelles aujourd'hui, comme vous l'étiez hier, Cécile Gore ?
Bruxelles a changé, mais Bruxelles va continuer à changer, ça c'est évidemment. Toutes les générations ont d'autres exigences, d'autres comportements, d'autres façons de vivre. Moi, je ne veux pas juger la façon de vivre des jeunes actuellement. Je constate simplement qu'ils quittent moins la ville et qu'il y a des jeunes ménages qui reviennent en ville, ce qui est un phénomène réconfortant. Il faut pour ça, bien entendu, que la ville soit attirante, qu'elle ait des espaces verts, qu'elle ait des équipements collectifs, qu'elle ait des transports fréquents et plus tardifs qu'actuellement, de façon à véritablement favoriser une vie plus communautaire. Une vie nocturne, en fait. Vous voulez sortir la nuit. Dans sa voiture. Vous voulez sortir la nuit, des bus ouverts, des noctis toute la nuit pour pouvoir sortir. Peut-être pas toute la nuit, mais quand même pour pouvoir rentrer d'un théâtre et d'un souper après un théâtre, ou même d'une petite boîte de nuit. Je ne dis pas qu'il faut rentrer à 4 heures du matin, mais qu'on prévoit tout de même un bus de temps en temps. François-Xavier de Donner, par rapport à ça, ce changement sociologique de Bruxelles, comment vous l'avez vécu, vous? Je crois que la ville s'est fortement métissée, s'est fortement internationalisée, s'est fortement mondialisée, et c'est inévitable. Hein. On ne peut pas lutter là contre. Ce sont des tendances lourdes de la société en Europe, mais aussi dans d'autres parties du monde. Il est clair que ça crée parfois des tensions. Et je crois qu'un des écueils à éviter dans l'avenir, c'est que certains groupes d'habitants ne se communautarisent, des attitudes communautaristes, donc se replient sur eux-mêmes. On constate ça aussi aux États-Unis, que cette tendance peut exister dans certaines villes américaines. Et je crois qu'il faut absolument essayer de combattre cela, qu'il faut absolument que Bruxelles reste une ville qui ne soit pas cloisonnée, où les différents groupes humains ne soient pas cloisonnés, mais puissent continuer à discuter, à travailler et à dialoguer. Et c'est un défi très, très difficile parce qu'il est clair qu'actuellement, quand on va dans certains quartiers de la ville, on constate quand même qu'il y a une certaine forme de fracture sociale, tant sur le plan de... Mais vous trouvez que c'est plus grave que ce que vous avez connu il y a 30 ou 40 ans? Ah, ça s'accélère. Alors, je ne dis pas que c'est grave, je dis que c'est inéluctable. Et ça s'accélère et ça pose des problèmes aux hommes et aux femmes politiques qui doivent faire en sorte qu'ils prennent des mesures qui permettent de maintenir une cohésion sociale et d'éviter que la fracture sociale, que ce soit basée sur la prospérité des uns et la pauvreté des autres, ou sur base des origines ethniques, religieuses, convictionnelles des uns et des autres, ne s'accentue. Je crois que ça, c'est le grand défi de demain. Il y a 30 ou 40 ans, certains croyaient que le grand problème à Bruxelles, c'était la cohabitation des flamands et des francophones. Les querelles linguistiques. Oui, bon, ceux qui pensaient ça se sont complètement trompés. Le vrai défi du futur, ce n'est pas de savoir comment flamands et francophones vont cohabiter, mais comment les différents groupes ethniques qui composent Bruxelles, en ce compris les francophones et les flamands, vont cohabiter les uns avec les autres et vont collaborer les uns avec les autres pacifiquement. Ça me semble être le défi numéro 1 pour l'avenir. Mais François-Xavier de Donner, si on est arrivé à faire pacifiquement cohabiter francophones et néerlandophones à Bruxelles, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire aussi cohabiter tous les Bruxellois? Je n'ai pas dit le contraire. J'ai dit que c'est l'objectif à poursuivre. C'est l'objectif à poursuivre et il faut en effet arriver à la même cohabitation entre tous qu'entre flamands et francophones. Alors, cette semaine, j'ai vu un documentaire, c'était sur RTL, concernant le drame du Heysel. Et en regardant un peu mes notes, j'ai vu que vous étiez tous les deux dans le gouvernement fédéral à l'époque, donc en 85, c'était la fin du gouvernement où vous étiez encore secrétaire d'État à la région bruxelloise, Cécile Gore, et vous, François-Xavier de Donner, vous étiez secrétaire d'État à la coopération, si je ne m'abuse. Vous étiez dans ce gouvernement-là. Comment ça a été vécu au sein du gouvernement, ce drame? Parce que là, on a parlé d'émission, pas d'émission du ministre de l'Intérieur. À l'époque, ça ne se faisait pas. Aujourd'hui, sans doute, ça serait fait de manière beaucoup plus rapide. Vous avez des souvenirs de cette période-là, Cécile Gore? Oui, mais en tant que secrétaire d'État, je n'assistais pas aux réunions du gouvernement. C'était le président de l'exécutif qui y assistait. Je crois me souvenir, en tous les cas, qu'à l'époque, c'est vrai, dans la culture politique, un ministre ne démissionnait pas sur des erreurs de son ministère ou de ses agents. Monsieur Nothomb n'a pas démissionné, c'est exact.
je crois qu'il avait reçu des conseils, il a consulté et on lui avait dit il n'y a pas de raison de démissionner, la police a fait son devoir, ce sont des hooligans, des Italiens qui ont commencé un type de contestation très violente. La police a pu calmer le jeu finalement avec tous les drames que l'on connaît. Et donc, voilà, M. Nothomb n'a pas démissionné. Je crois qu'ultérieurement, peut-être que la culture politique a changé et que le ministre endosse les responsabilités de sa police. Il considérait que la police n'avait pas failli, donc il n'y avait pas lieu de démissionner. Et vous, François-Xavier Donéat, il y a eu l'Euro 2000 après, vous étiez bourgmestre, donc vous aviez tiré finalement les leçons du Heysel. Bien entendu, mais on avait rénové le stade par après. Alors il est clair que le fait que M. Nothomb n'a pas démissionné a créé des tensions avec le vice-premier ministre libéral Jean Gol, donc ça n'a pas été facile à l'époque entre eux deux. Bon, il est évident que dans les pays anglo-saxons, en Angleterre notamment, Lord Carrington, qui était ministre des Affaires étrangères ou de la Défense, a démissionné lorsque les Argentins ont envahi les Malouines. C'est donc d'autres traditions. Par après, eh bien, les ministres qui étaient en fonction lors de l'évasion de Dutroux ont démissionné aussi. Donc la mentalité, les mentalités ont changé, ont évolué. Moi, je ne vais pas porter de jugement de valeur là-dessus. Mais donc, le stade du Heysel a été rénové et j'ai donc dû m'occuper de Bruxelles, de faire le football, l'Euro 2000. Je vous avoue que c'était très difficile. Nous avons bien sûr pris un maximum de mesures. On n'a pas eu de drame dans le stade, mais on a eu d'énormes dégâts sur les boulevards du centre, provoqués par des hooligans anglais, par des supporters anglais qui ont cassé des cafés, qui ont cassé des commerces, qui ont d'ailleurs, certains ont été presque guillotinés, les vitrines en verre tombant sur eux. Et donc ça a été assez pénible. Je n'en garde pas un bon souvenir. Je n'en garde pas un bon souvenir et je ne comprends toujours pas pourquoi le football est le seul sport qui engendre des violences. Il y a des sports plus violents qui n'engendrent pas de violence, par exemple le rugby. Mais le football, et de nouveau, on a vu les incidents la semaine passée entre Anderlecht, lors d'un match Anderlecht-Standard. Donc ça continue. Et donc c'est extrêmement éprouvant pour les responsables qui doivent maintenir l'ordre, que ce soit les autorités administratives, donc les bourgmestres, ou que ce soit les policiers. On est toujours très stressé à la veille d'un grand match depuis le Heysel, toujours. Alors on va passer à la galerie de portraits de personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. À vous de choisir celui ou celle qui vous inspire en bien ou en mal. Et on va commencer par vous, Cécile Gaure. On vous propose 4 personnalités. La première, c'est Hu Jintao, l'ancien numéro 1 chinois écarté comme un importun. Je ne sais pas si vous aviez vu cette image-là. Ou sinon Salman Rushdie, qui finalement, on le sait, a perdu un œil et l'usage d'une main lors de l'attentat dont il était victime. Pierre Soulages, ce peintre centenaire qui a disparu cette semaine. Ou enfin Kevin Spacey, l'acteur américain innocenté de faits de mœurs qu'on lui reprochait. C'est cet acteur qui a dû quitter la série House of Cards, une série sur la politique américaine. Alors, qui choisissez-vous? Est-ce qu'il y a une de ces personnalités qui vous donne envie d'un commentaire? Hu Jintao, Salman Rushdie, Pierre Soulages ou Kevin Spacey? Pardon? Rashman Rushdie, c'est ça? Le nom exact. Salman Rushdie, oui. Donc là, qu'est-ce que vous voulez nous dire sur Salman Rushdie? Vous avez été particulièrement touché par l'attentat dont il était victime? Oui, absolument. Je crois que chacun d'entre nous a été fortement touché par... J'admire la façon dont il est fidèle à ses convictions, disons. C'est tout ce que j'ai à en dire. J'ai hésité entre lui et Pierre Soulages. Mais qui est parfois un peu plus sombre, très noir. Un registre tout à fait différent. Voilà, un registre de couleurs différent en tout cas. Et vous, François-Xavier Donner, je vous en propose 4 autres. Vous n'avez pas les mêmes. Je n'ai pas les mêmes. Voilà, vous avez Hassani Hussein, l'imam que la Belgique ne renverra pas en France. Dietrich Mateschitz, le fondateur de Red Bull. Felice Mazzu, débarqué après ses mauvais résultats chez les Mauves. Ou Rishi Sunak, le nouveau Premier ministre britannique. Qui choisissez-vous? Hassan, Dietrich, Felice ou Rishi?
Mais je suis assez choqué par le fait que la justice belge ne satisfasse pas la demande française. Évidemment, l'imam en question est actuellement quand même sous bracelet électronique. Et il y a un appel, le parquet fait appel. Oui. Donc voilà, moi je ne connais pas ce monsieur, mais je trouve quand même que dans le cadre européen, lorsqu'il y a un mandat d'arrêt européen qui est lancé, qu'il est assez normal que chaque pays respecte cela. Je ne sais pas, je ne vais pas me prononcer sur ce qui devrait être le verdict final de la. Je vous le demande pas d'ailleurs. Non. Mais donc cette affaire me choque. Alors 5 infos de la semaine, laquelle vous a ravi, vous a énervé, et pourquoi? Tout d'abord, Elisabeth Borne qui utilise le 49.3 à l'Assemblée nationale, c'est nouveau en France. L'échec cuisant pour la banque Newbie, ça c'est en Belgique. De la purée sur les meules, la peinture de Monet. Alors il y a eu aussi un attentat contre une peinture de la jeune fille aux perles de Vermeer, où nous avons également la marge salariale qui sera négative en 2022 et donc peu d'augmentation en dehors de l'index à prévoir dans les années à venir, ou alors les lampadaires qui ont été pendant plusieurs jours éteints trop tôt et qui ont causé beaucoup d'embarras dans la circulation. Qu'est-ce qui vous fait réagir, François-Xavier de Donéat? Moi, je suis purement et simplement scandalisé par les gens qui jettent de la soupe ou de la purée sur des œuvres d'art de grands artistes. Je ne crois pas que c'est ainsi qu'ils vont faire progresser la société, ni même atteindre leurs objectifs, qui sont légitimes, parce que ils militent pour la lutte contre le changement climatique. Je suis entièrement convaincu qu'il faut lutter pour atténuer les changements climatiques, et ce de façon beaucoup plus énergique qu'on ne le fait maintenant en Belgique et en Europe, mais de là à aller faire du vandalisme sur des grandes œuvres d'art, je trouve ça profondément choquant et profondément débile sur le plan intellectuel. Et vous, Cécile Gaure, est-ce qu'une de ces informations vous énerve particulièrement? Mais je partage l'avis de mon collègue. Il est évident qu'il s'agit là d'un geste inconsidéré, tout à fait malheureux et incompréhensible. Je n'en dirai pas plus parce que les autres propositions... Non, mais vous n'êtes pas obligé de commenter. Non, de me prononcer sur chacune d'elles. Non. Alors, j'ai une liste de 5 mots, parce que quand même, je profite du fait je parle de vous en disant des hommes et femmes politiques chevronnés, parce que c'est vrai que vous avez une longue carrière derrière vous, et encore une longue vie devant vous, mais il y a des mots qu'on n'utilisait pas à l'époque où vous étiez très actif dans le monde politique, et je voudrais savoir si c'est des mots qui vous disent quelque chose. Donc, on va les afficher. Ces 5 mots, c'est une espèce d'abécédaire de mots qui vous ont peut-être échappé. Alors, connaissez-vous le terme « boomer » ? Si on qualifie devant vous Pascal Deluy de « boomer », est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Cécile Gaure? Je reconnais que je ne le sais pas. Non, moi, ça me donnerait plutôt une impression de dynamisme, qu'on le considère comme un personnage dynamique. Voilà, je crois que c'est ça qu'on retiendra. Boomer vient de baby boomer, c'est-à-dire ceux qui sont nés juste après la Seconde Guerre mondiale et qui sont évidemment les ringards de l'époque, puisqu'ils ne sont plus les jeunes d'aujourd'hui. Donc, effectivement, un boomer, c'est quelqu'un qui n'est plus tellement dans le vent, entre guillemets. Alors, du coup, l'expression « du coup », je ne sais pas si des petits-enfants, arrière-petits-enfants ou encore plus l'utilisent devant vous, Cécile Gaure, François-Xavier de Donéat. Du coup, vous l'entendez souvent, ça? C'est du mauvais français. C'est du mauvais français pour dès lors. Oui, moi aussi. Pour dès lors, c'est ça, exactement. Oui. Influenceur. Est-ce que vous êtes influenceur sur Instagram? Cécile Gaure. Moi, personnellement, non. Non. Et vous, je ne suis pas influenceur. Mais je pense que ces gens peuvent perturber le fonctionnement normal d'une démocratie représentative. Oui. Comme tous les réseaux sociaux, d'ailleurs. C'est un grave problème pour l'avenir de la démocratie représentative. C'est vrai, mais c'est quand même bien au niveau de la liberté d'expression de pouvoir s'exprimer sur les réseaux sociaux. Et puis c'est très bien. Moi j'adore avoir dans ma poche l'encyclopédie britannique. Oui. Dès que je veux savoir quelque chose. Donc tout ça, il y a des aspects extrêmement positifs, mais aussi des aspects, c'est comme la langue d'Ésope. Mais je pense que les réseaux sociaux perturbent
la façon de faire de la politique et aussi la façon dont la démocratie représentative doit normalement, ou devrait normalement évoluer ou fonctionner. Mais je pense qu'on ne peut pas revenir en arrière. Donc je ne souhaite pas qu'on revienne en arrière. Elle peut influencer le comportement des suiveurs des influenceurs. Oui, tout à fait. Mais c'est aussi un moyen de garder contact avec des générations plus jeunes, non? Oui, oui, à condition qu'ils ne se laissent pas trop influencer. Ça devient vite du café du commerce. Voilà. Hein. Alors, un autre mot, dashcam. Donc, une caméra qu'on installe dans les voitures, comme ça, on voit, ou sur les trottinettes. Et le télétravail, ça c'est le mot très à la mode. Cécile Gaulle, télétravail. Vous avez connu ça, le télétravail? De mon temps, le télétravail n'existait pas, je pense. Non. Non, c'est surtout le Covid qui a développé le télétravail. Hein. Il était beaucoup moins courant auparavant. Vous demandez mon avis sur le télétravail. D'abord, je ne le pratique pas. J'ai des enfants et des petits-enfants qui le pratiquent et qui ont des avis contradictoires. Ils regrettent le manque de contact social. Ils trouvent qu'il faudrait... Ils sont d'accord en général pour avoir un comportement mixte. Moitié travail sur place, moitié télétravail, pour autant que ce soit possible, naturellement. Donc, par contre, il y a beaucoup de femmes qui trouvent que le télétravail est avantageux, surtout quand elles ont de jeunes enfants. Et que ça ne nuit pas à la qualité de leur travail. Ça, c'est éventuellement à leurs employeurs à en juger. Alors, quand on regarde vers le passé, on voit, en Belgique, on voit le Congo belge, on voit le passé colonial qui est présent partout dans la capitale. On discute encore des réparations à la Chambre, pour l'instant, l'occasion d'un débat dans l'émission Versus, avec cette prise de position du militant Aliou Baldé. Il faut que des excuses formelles et bien formulées soient bien prononcées parce que c'est ce qui nous permettra d'aller vers, notamment la voie vers des réparations. Et les réparations, je tiens à le préciser avant de finir, c'est non seulement du matériel et de l'immatériel. Et il ne faut pas nier l'éléphant dans la pièce. Il va falloir un jour que financièrement aussi la Belgique assume ses responsabilités en tant qu'État, qu'un certain nombre d'institutions, que l'Église, que les entreprises privées, que la famille royale d'une certaine façon assument les responsabilités qui ont été l'histoire. François-Xavier de Denain, est-ce que des réparations, il n'y en a pas eu suffisamment? Moi, je pense que nous accueillons une énorme diaspora congolaise. Et ces personnes bénéficient normalement, à juste titre, comme ils résident en Belgique, ils bénéficient de notre sécurité sociale. C'est déjà en soi une énorme réparation. Bon, je pense qu'il faut quand même constater que la Belgique a eu au Congo une attitude beaucoup moins dure, disons, que par exemple les Anglais en Inde, que les Anglais lors de la guerre des Boers, que les Français lors de la guerre d'Algérie, lors de la guerre d'Indochine. Donc, je ne crois pas que nous devons trop nous flageller. Bien sûr, on peut reprocher certains abus, etc. Mais je pense que la Belgique a été une des puissances colonisatrices qui a le mieux traité globalement ses colonies. Alors, on peut regretter qu'on ait eu des colonies, d'accord. Mais moi, je constate que nous n'avons pas commis une série d'erreurs comme celles qu'ont commis les Anglais avec le massacre d'Amritsar, la répression de la révolte des Sipé, la guerre des Boers, etc. J'ai cité les Français. Donc je pense que nous ne devons quand même pas trop nous culpabiliser non plus. Et donc moi je suis en tout cas contre les excuses parce que supposons que mon grand-père ait tué son voisin, je le regretterais, je le condamnerais, je le déplorerais, mais je ne vais pas m'excuser pour les erreurs éventuelles de mes aïeux. Donc je pense que nous devons regretter nos erreurs, les condamner. Et faut-il déboulonner mais excuser, non. Excuser, non. Déboulonner les statues? Ben non, ça n'a aucun sens. Est-ce que vous pensez que les Anglais et les Français vont déboulonner la reine Victoria et Napoléon III? Bon, prenons Napoléon. Aujourd'hui, quelqu'un de pareil serait à la Cour internationale pénale de La Haye. Il a commis des crimes de guerre, Napoléon. Bon, mais il faut remettre tout ça dans son contexte. Et il est clair qu'il est très difficile de juger aujourd'hui des choses qui ont été faites au XIXe siècle dans un tout autre contexte. Le sentiment ou les normes morales de l'époque n'étaient pas les mêmes. La sensibilité morale n'était pas la même. Et donc, il est très difficile de juger. Mais donc, pour moi, non aux excuses. Oui à la reconnaissance des erreurs commises.
Et je pense que nous avons déjà largement contribué à la réparation avec notre coopération au développement et avec aussi l'accueil de dizaines de milliers de Congolais en Belgique. Alors, Cécile Gourde, de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez? On pourrait ajouter effectivement qu'il faut juger les faits d'hier avec la mentalité d'hier et le comportement général d'hier. Je ne reviendrai pas là-dessus, je suis grosso modo d'accord avec ce qu'a dit M. de Donéa. Ce n'est pas... Il faut tenir compte aussi de tout ce qui a été apporté de positif au Congo, même du temps de Léopold II, notamment au point de vue enseignement, au point de vue université. Donc il y a tout de même eu des progrès au point de vue des communications aussi. Ce sont des choses importantes qui ont certainement contribué au bien-être de la population à l'époque. Mais vous vous rendez bien compte que c'est un discours qui est parfois difficile à entendre pour d'autres types de publics aujourd'hui qui disent bah, « oui, nous on n'a pas connu ces bienfaits soi-disant » et on voit quand même aussi les méfaits qui ont été commis. Et le fait que finalement la Belgique s'est servie pour sa propre richesse du Congo par exemple. Ça on doit le reconnaître, Cécile Gourde. Oui, il y a eu certains abus, c'est clair. Il y a eu même une forme d'apartheid moins violente que celle qui existait en Afrique du Sud. Enfin, moi je vais, depuis 10-12 ans, j'ai été 40 ou 50 fois au Congo. Je suis actif au Congo. Je suis président d'African Parks Congo qui gère un énorme parc à la frontière du Sud-Soudan, le parc de la Garamba. Je suis cofondateur de Virunga Foundation qui gère le parc des Virunga dans le cadre de partenariats publics-privés. On a signé des contrats de gestion. Et qu'est-ce que je constate? C'est que la masse congolaise vit aujourd'hui beaucoup moins bien que du temps de la colonie, et je dirais même beaucoup moins bien que du temps de Mobutu. J'ai été plusieurs fois au Congo dans les années 80. Alors, je ne suis pas un fan du régime de Mobutu, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les Congolais vivent, la masse, pas l'oligarchie, mais la masse vit beaucoup, beaucoup moins bien que dans le passé. Alors, voilà, il faut aussi tenir compte de cela, c'est que nous avons légué, comme l'a dit Mme Gourde, un patrimoine énorme au Congo, en 60, 90 000 kilomètres de routes praticables par tous les temps. Il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Nous avons légué des instituts scientifiques importants. Tout ça n'a pas été bien entretenu. Ce n'est quand même pas de notre faute. Voilà. Donc je crois qu'il faut quand même être nuancé, et comme l'a très bien dit Mme Gourde, ne pas juger à l'aune des valeurs morales d'aujourd'hui, des faits qui se sont passés à une époque où les valeurs morales n'étaient peut-être malheureusement pas les mêmes. Alors parlons des valeurs morales de demain et du monde qu'on va laisser demain à nos enfants, à nos petits-enfants. Vous parliez tout à l'heure, Cécile Gourde, de vos petits-enfants télétravailleurs ou non. Quel monde leur laissez-vous? Dans quel état est-il ce monde? Qu'est-ce que vous leur dites? Ou bien nous parlons du monde, ou bien nous parlons de Bruxelles. Il est évident que Bruxelles va suivre l'évolution du monde, au point de vue technique notamment, avec, comment dirais-je, une importance croissante de tout ce qui est télécommunications, informatique, etc. Je crains donc un petit peu de déshumanisation possible. Elle pourrait ne pas affecter la ville si la ville reste accueillante à ses habitants, attentive à l'urbanisme. L'urbanisme est essentiel. Une ville avec des espaces verts, une ville avec des activités culturelles, une ville qui soit séduisante au point de vue circulation également. Donc il faut inscrire tout ça dans un contexte d'évolution en espérant que Bruxelles connaîtra, comment dirais-je, une harmonie entre tous ses habitants, qu'elle essayera de ne pas cloisonner, d'avoir une diversité des fonctions, de façon à ce que les bureaux ne soient pas cantonnés dans un endroit, certaines populations dans un endroit, mais qu'il y ait véritablement une mixité de populations. Je crois qu'à cette condition, avec des espaces verts, avec la possibilité de s'exprimer, avec l'organisation spontanée, comme on le voit maintenant, d'activités culturelles et récréatives, je crois que Bruxelles a énormément d'atouts, atouts que reconnaissent d'ailleurs des étrangers. Moi, je connais plusieurs personnes qui ont travaillé à l'Union européenne, et même des ambassadeurs, qui, une fois leur activité terminée, sont restés à Bruxelles. Donc c'est que Bruxelles a tout de même un charme et des atouts qu'elle devrait valoriser. Mais sur ma question, sur le monde que vous laissez aux petits-enfants ou arrière-petits-enfants de demain, eh bien,
naturellement, les responsables politiques sont au premier plan là-dessus. J'espère avoir une ville viable, si vous parlez de Bruxelles, et j'ai expliqué dans quelles conditions j'estime qu'elle pourrait être viable. François-Xavier Delaunay, si on parle un peu en dehors de Bruxelles, parce qu'on parle du monde, vous avez parlé de l'Afrique tout à l'heure, mais c'est intéressant aussi de voir le monde que l'on laisse, la nature, l'environnement. On en parle beaucoup plus que des querelles linguistiques aujourd'hui. Hein. Oui, moi je suis quand même inquiet de voir les changements climatiques qui s'affirment de plus en plus. Je suis inquiet de voir en Afrique la déforestation qui continue, la biodiversité qui, malgré tous les efforts que l'on fait, continue à subir des atteintes graves. Je suis particulièrement préoccupé par l'évolution du Sahel, parce que l'évolution du Sahel qui est affectée très durement par les changements climatiques et qui en même temps connaît une forte surpopulation, ne peut que provoquer des émigrations vers le sud. On croit toujours que les Sahéliens vont venir surtout vers le nord. Non, ils vont 90%, 90% des émigrations au départ du Sahel vont vers le sud. Et pourquoi? Parce que souvent les migrants ont des énormes troupeaux qu'ils ne vont pas traverser la Méditerranée. Et c'est une menace énorme pour les forêts du bassin du Congo. Ces migrations vers le sud qui ont commencé, qui créent d'énormes tensions en Centrafrique, au nord du Congo et dans les pays qui sont victimes. Les agriculteurs qui voient arriver ces gens avec leur bétail sont évidemment peu heureux. Donc je crois que l'évolution de la planète sur le plan environnemental est extrêmement préoccupant. Extrêmement préoccupant. Je ne pense pas que l'on va pouvoir respecter la limite des 2 degrés. Et donc, je suis quand même inquiet pour les générations futures. Et c'est en partie la responsabilité des baby-boomers qui n'ont pas réagi à temps. Mais enfin, moi, je suis encore plus baby-boomer que lui. Je suis né en 41. Oui. Donc, c'est une responsabilité collective. Pascal Deluit en accusation ici, parce qu'il n'a pas de responsabilité politique. On est bien d'accord. C'est un jeune homme. C'est un jeune homme. C'est un jeune homme. Mais bon, je pense que collectivement, ma génération a une responsabilité d'avoir réagi beaucoup trop tard, et pas seulement en Belgique, dans tous les pays de la planète. Et je voyage beaucoup, en Afrique, mais aussi ailleurs. Je vois partout, d'année en année, des dégradations de l'environnement. Est-ce que vous aussi, Cécile Gault, vous assumez cette responsabilité de ne pas avoir agi pendant plusieurs décennies en matière d'environnement, de préservation de la nature? Oui, nous parlons uniquement du plan bruxellois. Non, pas spécialement, au niveau mondial. Je ne sais pas si j'aurais pu avoir une influence mondiale. Oui, peut-être pas. Et j'en doute beaucoup. Mais j'ai tout de même essayé, sur le plan bruxellois, comment dirais-je, d'améliorer les conditions de vie, si c'est ça qui est en question, et notamment au point de vue écologie, en créant des parcs ou en développant des espaces verts qui, naturellement, au point de vue écologie, sont importants. Pour le restant, malheureusement, à l'époque, ce problème du climat ne préoccupait pas autant. Voilà. Il n'avait pas l'actualité qu'il a maintenant, on ne s'en rendait pas compte. Ce n'était pas dans les usages d'examiner cette possibilité de dégradation écologique. Alors je voudrais profiter aussi de votre présence pour parler un peu de politique avec vous. Pascal Deluit a réédité tout récemment son livre « La vie politique en Belgique de 1830 à nos jours ». C'est une espèce de résumé de toute la vie politique belge. Alors ici, on en a quand même deux spécimens, Pascal Deluit. Absolument. 2 personnalités très importantes, de 2 partis et de 2 familles politiques qui ont joué un rôle essentiel, puisqu'en fait, ils ont structuré le paysage politique belge dès le 19e siècle, donc évidemment très important. Alors, justement, votre famille politique, Cécile Gault, elle a beaucoup changé, beaucoup bougé. On est passé du PSC au CDH, et maintenant du CDH aux engagés. Comment est-ce que vous voyez, vous, c'est vous qui avez terminé votre carrière sans étiquette Elle a même passé à un moment donné du Parti catholique au PSC. Exact. Donc elle a fait véritablement une évolution, comment dirais-je, d'ouverture à l'ensemble de la population, ne voulant pas rester fermée dans un... Mais en diminuant le nombre d'électeurs. Fatalement, oui, ou pas fatalement, je n'en sais rien. Malheureusement, c'est une réalité. Il est toujours difficile de défendre une position centriste.
parce qu'elle implique qu'on fasse certaines concessions, et ce n'est pas toujours du goût, naturellement, des électeurs, ce que je puis comprendre. Mais vous trouvez que ça prend le bon chemin? Est-ce que vous avez votre carte désengagée? J'ai ma carte désengagée. Donc vous êtes une des plus anciennes membres des engagés. Comment? Vous êtes une des plus anciennes membres des engagés. Peut-être pas comme engagée, mais comme membre, oui, certainement. Allez, vous, François-Xavier Donner, on va parler du MR. Comment vous le voyez évoluer? Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau style de présidence avec Georges-Louis Boucher, qui utilise beaucoup les réseaux sociaux, dont vous dites vous-même beaucoup de mal? Non, je dis que les réseaux sociaux, c'est comme la langue des Opes. C'est le meilleur et le pire à la fois. Ça dépend comment on les gère et ce qu'on en fait. Non, je crois que le MR actuellement est un parti dynamique. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer. Moi, j'aime bien le style de Georges-Louis Boucher. Je pense que il peut énerver certains parce qu'il est trop sur la balle, tout le temps sur la balle, etc. Mais je crois que c'est ce qu'il faut pour relancer ou lancer plus en avant un parti politique. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Pascal Delutte, j'ai vu c'est dans l'Avenir, cette semaine, vous disiez que le MR, en étant un peu pro-voiture lors des dernières élections, a sans doute peut-être raté un peu ces élections. Non, un peu, beaucoup. Expliquez-nous un peu cette vision-là. Je pense qu'il faut bien voir, quand on analyse le résultat des élections communales de 2018 et des élections régionales et fédérales de 2019, où le MR a reculé électoralement et politiquement, que clairement, il y a eu un problème de compréhension d'une partie des attentes d'un électorat susceptible de voter pour lui, bien évidemment. Je ne parle pas d'un électorat qui, de toute façon, ne voterait pas MR. Et donc, je pense qu'en particulier, en termes d'aménagement du territoire et de mobilité, la posture qu'il a endossée en 2018, qui est la même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire une posture quand même très pro-voiture, l'a écarté d'une partie d'un électorat. Ça me paraît tout à fait évident. On voit ça assez bien dans les communes du sud-est de Bruxelles. On voit bien, quand on discute et avec les données que l'on a, dans les tranches d'âge 18-39 ans, le rapport à la voiture a considérablement évolué. Et donc, c'est pas un hasard, hein, franchement, quand on étudie, c'est pas du tout un hasard que le vote MR dans les 18-39 ans est vraiment très, 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 très faible. En ce compris dans un électorat que nous, on voit qui est libéral économiquement et libéral philosophiquement. On revient sur le début de l'entretien. Aujourd'hui, le rapport à la mobilité et à l'aménagement du territoire structure des pensées et structure des comportements. Et je crois que on ne le mesure pas bien dans le commentaire que l'on fait sur Good Move pour l'instant. Vanessa Lullier, vous êtes d'une autre génération, encore plus jeune. Comment est-ce que vous voyez nos deux politiques chevronnées qui sont là? Mais moi, il y a effectivement certaines choses où parfois ça me fait un peu réagir. Enfin, même si, voilà, moi, vous connaissez, mais je suis arrivée en Belgique il y a plus de 20 ans maintenant, donc en étant française, avec évidemment pas toute cette historique non plus bruxellois, même si ça fait longtemps maintenant que je couvre la région, donc j'ai un peu rattrapé mon retard de naissance, on va dire. Mais quand je vous entends, M. de Donnéa, dire à Bruxelles, on ne peut pas se passer de voiture, mais je pense que c'est ça le problème, en fait. Et donc, il faut développer les transports en commun, il faut développer des alternatives, parce que, comme dit Pascal Delutte, et là je le rejoins complètement, on n'a plus le choix, il faut se passer de cette voiture. Quand on peut, pour vous, laisser la place, en fait, aux gens qui ne peuvent pas s'en passer, de le faire. Je pense qu'une partie de la population ne peut actuellement pas se passer de voiture. Je dis une partie de la population. Bien sûr, moi je me réjouis de voir de plus en plus de jeunes en vélo sur les trottinettes. La seule chose que je souhaiterais, c'est qu'ils respectent le code de la route. Mais en dehors de ça, c'est plus un problème générationnel. Alors, oui. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont quand même besoin de leur voiture pour travailler. Est-ce que vous allez acheter un matelas au bon repos en vélo? Mais non, mais évidemment, mais moi je ne vais plus acheter un matelas en bon repos non plus, vous voyez. Donc, quand vous faites certaines courses, vous avez manifestement besoin d'un véhicule. Bon, donc je ne dis pas que toute la population a besoin de la voiture, je dis qu'il ne faut pas empêcher ceux qui en ont besoin de l'utiliser. Oui, tout à fait, là je suis d'accord avec vous, mais donc pour pouvoir l'utiliser quand on en a vraiment besoin, il faut que d'autres personnes puissent avoir d'autres moyens de déplacement. Et je dis le contraire. Et donc il faut développer pour eux. Mais moi, je n'ai pas. Ce que je constate maintenant, c'est que
malheureusement, il y a de plus en enfin non, heureusement, il y a de plus en plus de vélos. Malheureusement, ils ne respectent pas toujours le code de la route. C'est un Et c'est un problème. Mais donc, je dis qu'une partie de la population, jeune et vieille d'ailleurs, a besoin de la voiture pour vaquer à certaines activités. Il ne faut pas les empêcher totalement de le faire. C'est ça. On va passer à nos coups de cœur. Et Vanessa, justement, vous avez un coup de cœur. Vous voulez parler d'Ena. Oui, tout à fait. Donc Dena, c'est une jeune femme belge, mais d'origine iranienne, et donc qui fait du stand-up et qui est pour le moment en représentation donc, au théâtre de la Toison d'Or jusqu'au 12 novembre. Et voilà, elle explique son parcours, et surtout le parcours de sa mère aussi, qui est arrivée donc, en Belgique en 1986 pour gagner sa liberté. Et Dena, aujourd'hui, elle revendique la liberté de pouvoir être une femme seule sur scène d'origine iranienne et lesbienne, et c'est très drôle, il y a un vrai fond, c'est une excellente comédienne en plus, donc voilà, je vous le conseille vraiment, en tout cas, jusqu'au 12 novembre au Théâtre de la Toison d'Or. Très bien. Alors, Pascal Deluit, je rappelle le nom de votre livre, hein, La vie politique en Belgique de 1830 à nos jours. Puis on vous trouve aussi, pour ceux qui ont la chance de suivre vos cours à l'ULB, hein, ils peuvent toujours venir vous voir en spectacle. Hein. C'est une forme de spectacle. C'est une forme de spectacle. Moi, je voulais vous montrer, nos invités, des livres de Pascal Lemaître, qui est un illustrateur, qui sort 3 livres aux éditions de l'Aube, et ils sont assez intéressants. C'est des illustrations, d'abord, du texte de Jean Jaurès, La lettre aux instituteurs et aux institutrices, un très beau texte que Pascal Lemaître a illustré. Il y a un livre aussi de Françoise Héritier sur l'identique et le différent. Françoise Héritier, c'est une grande anthropologue, et quelques textes aussi de Marcel Proust. Ça s'appelle Journée de lecture, et tout ça donc dessiné par Pascal Lemaître, qui a déjà participé assez souvent aux experts ici, et qui est un très très bon illustrateur. Alors, je voulais vous remercier tous les deux, et François-Xavier Donner et Cécile Gourde, d'être venus. Je disais 181 ans de carrière à tous les deux. Hein. Donc continuez. Nous sommes ravis d'avoir pu vous recevoir dans les experts, et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission.